Ok, Merci merci. beaucoup pour ces éléments. Puisqu'on a parlé des défis, j'en viens tout naturellement au sujet des difficultés, parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, on ne peut pas se voiler la face. Il y a encore des difficultés qui subsistent sur justement cette transformation digitale et cette évolution de la monétique vers des usages, on va dire, un peu plus digitalisés. Vous en avez cité quelques-uns, hein. On peut citer par exemple la nécessité d'inclure tous les segments de population et d'après ce que vous avez partagé, l'État, les acteurs connexes comme l'administration publique et certains retailers peuvent jouer ici un rôle capital. Une autre difficulté qu'on peut citer, c'est finalement cette diversité qui existe au niveau du continent africain et qui peut complexifier les stratégies à mettre en place, particulièrement dans le domaine de l'interbancarité. J'en viens maintenant à une question pour Monsieur Koulibaly. Aujourd'hui, quelles sont les difficultés et les obstacles qui subsistent dans le domaine de la transformation digitale et dans l'évolution de la monétique de votre spectre? Comment vous voyez les choses? Et peut-être une question qui est un petit peu plus spécifique par rapport à la région que vous couvrez, c'est la concurrence avec les acteurs télécoms. Comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce qu'aujourd'hui, ça reste un obstacle ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez d'ores et déjà intégré dans votre stratégie? Est-ce que vous pourriez activer votre micro, s'il vous plaît? Merci. Désolé. Merci beaucoup pour la question. Effectivement, nous fonctionnons dans un environnement où il y a d'énormes difficultés et il y a des contraintes. Et ces contraintes sont de plusieurs ordres. Déjà, mes prédécesseurs ont parlé du taux de bancarisation. Au sein de l'UEMOA, ce taux tourne autour de 20%. C'est un frein finalement à la digitalisation parce que la banque a un rôle important en tant qu'acteur. Or, il se trouve qu'il n'y a que 20% de la population qui dispose d'un compte bancaire. C'est très peu quand on regarde cette zone de l'UEMOA qui représente à peu près 120 millions d'habitants et qui s'étend sur 3 200 000 km². Donc, c'est vraiment un sous-continent qui est assez grand, avec une population nombreuse, 120 millions d'habitants. Et on n'a que 20% de taux de bancarisation. C'est une grosse difficulté. Il y a ensuite le coût des services. Les coûts sont extrêmement rédhibitoires pour une bonne partie de la population. Les coûts des cartes constituent quand même une difficulté majeure. Et même les transactions par mobile, en termes de cash out, ça coûte énormément cher. Il y a également des inégalités dans l'accès aux infrastructures télécoms. Les télécoms on trouve des connexions Internet à faible débit en général. Le haut débit reste encore un luxe. Pour certains pays, en tout cas, on ne trouve pas de haut débit nécessairement à l'intérieur du pays. C'est en général dans la capitale, et même dans la capitale, c'est dans certaines zones. Il y a, en termes de difficultés, les marchés sont assez restreints. Et donc, c'est pour cela qu'une institution comme le GIM UEMOA est instrumentale parce que le GIM a la capacité, à travers l'interopérabilité bancaire, a la capacité de créer un marché commun important et de faire tomber les frontières. Et donc, de ce point de vue, c'est une solution à la difficulté des marchés. Mais prenez une banque qui est dans un pays, qui n'est pas présente dans tous les pays et qui n'appartient pas à un groupe, qui doit innover pour lancer des offres digitales. Mais en fonction du coût de cette innovation, elle n'a qu'un marché qui est tout petit pour pouvoir amortir son investissement. Le pays le plus peuplé dans l'espace UEMOA ne dépasse pas les 30 millions d'habitants. C'est ça la triste réalité. Donc, il est important de pouvoir innover dans un cadre beaucoup plus régional. Sinon, ça devient très difficile pour certaines banques. Il y a des banques par contre qui sont présentes dans tous ces pays et qui sont même au-delà et qui sont dans des groupes bancaires. Alors, elles peuvent faire des économies d'échelle et innover à moindre coût. Donc, cet élément du coût de l'innovation versus le marché qui va absorber les services est vraiment un obstacle majeur pour certaines banques. Et donc, nous essayons, nous, GIM UEMOA, de pallier à cela en travaillant à faciliter, à mutualiser les efforts d'innovation. Pour revenir, il y a énormément de difficultés, les télécoms et autres, ce sont les difficultés. Et pour revenir à la deuxième question,
les acteurs télécoms, nous ne les voyons pas, en tout cas, nous, Jimmy, nous ne les voyons pas comme des concurrents. Non, bien au contraire. Les opérateurs télécoms ont introduit dans l'espace UEMOA un moyen de paiement alternatif, qui est le mobile. Et on a vu que le taux de nombre de comptes de monnaie électronique a explosé. Plus qu'il ne l'a été avec les banques en près de 60 ans ou 50 ans de banque. Donc, les télécoms ne peuvent pas être des concurrents, ils sont plutôt des partenaires. Et à côté des télécoms, il y a également les fintechs. Les fintechs sont aussi des acteurs majeurs dans la digitalisation. Donc, il est important que tous ces acteurs puissent participer finalement à cette interopérabilité que nous sommes en train de construire depuis 2003 pour le milieu bancaire et que nous allons étendre aux opérateurs télécoms avec notre projet d'interopérabilité des services financiers numériques qui est en cours et que nous espérons opérationnel dans le courant de 2021. Et cette plateforme d'interopérabilité va introduire par la même occasion l'instant payment. Et c'est là un cadre pour en tout cas permettre à tout fournisseur de plateformes d'instant payment de pouvoir lancer son service dans un cadre régional beaucoup plus important. C'est comme le QR code. Le QR code, si vous le lancez dans un pays, ça va être un peu compliqué pour le rentabiliser. Il est important de pouvoir lancer ces nouveaux instruments, ces nouveaux moyens de paiement alternatifs dans un cadre régional et se donner la possibilité d'adresser un marché de 120 millions d'habitants au lieu d'adresser 20 millions d'habitants. Donc, voilà. Les télécoms, nous ne les voyons absolument pas comme des concurrents. Ce sont des partenaires au même titre que les fintechs et nous devons tout faire pour les intégrer et les amener dans un cadre réglementaire uniforme et permettre que les banques, les télécoms et les fintechs puissent travailler ensemble pour que chacun apporte sa valeur spécifique et que tout ceci, cette diversité puisse permettre finalement de construire cette digitalisation des paiements. Et notre seul ennemi commun à tous, c'est le cash. Il faut arriver à convertir les usages du cash en usage numérique parce que le cash coûte cher à la Banque centrale. Et plus il coûte cher, c'est pour la banque se répercuter sur aussi le taux directeur, le taux de base, qui finalement va impacter le taux du crédit. Voilà. Il y a aussi des logiques et des problématiques de sécurité qui sont liées à cet instrument. Voilà, tout à fait. Très bien, bah écoutez, je retire de vos propos cette volonté d'évoluer vers une logique de co-innovation et cette place des acteurs télécoms comme finalement un acteur à proprement parler de cette transformation digitale et de cette évolution vers de nouveaux usages. Un autre booster de transformation digitale, on en a rapidement parlé en introduction, bah c'est la crise sanitaire liée à la Covid-19. Donc on a vu des effets tangibles sur la partie moyen de paiement, que ce soit en termes d'usage ou en termes de stratégie. On a rapidement parlé de la pénétration du paiement par carte sans contact. On a aussi parlé du e-commerce. J'aimerais, avec Mickaël Nassiri, qu'on fasse un petit focus justement sur les effets de la crise sanitaire liée à la Covid-19 sur la stratégie en matière de paiement et particulièrement sur la partie e-commerce. Comment est-ce que ça a finalement boosté les usages dans ce domaine en Afrique ? Eh bien, donc, ce que nous avons constaté au Maroc donc, dès le 15 mars, lorsque nous sommes entrés en confinement, c'est d'abord une très rapide adaptation des grands retailers qui ont vu leur commerce fermé par les autorités. Et donc, il y a eu une très très rapide adaptation de ces retailers qui ont mis leur offre en ligne et qui ont développé, soit ils avaient des sites et donc ils ont rajouté donc, les moyens de paiement classiques sur leur site, soit ils vont utiliser donc, des outils que l'on a mis à leur disposition, donc, qui permettaient sans avoir de site internet, de pouvoir encaisser en ligne et donc soit offrir la livraison, soit faire du click and collect. Donc les gens ont pu continuer donc, à faire leurs courses à distance, à payer à distance et donc soit à récupérer leurs produits, soit à être livrés chez eux.
Et ce que l'on a constaté, c'est bien sûr les retailers qui font de l'alimentaire, donc qui ont développé donc le drive ou le paiement à distance, mais également donc tout ce qui est électroménager, tout ce qui est delivery donc de food, donc les fast-food qui ont très très bien marché avec ces solutions-là. Et on a vu vraiment se développer un usage et une nouvelle confiance numérique au niveau des paiements sur Internet. Autant on avait quelques réticences des porteurs avant la crise sanitaire pour aller en ligne, autant pendant la crise sanitaire, on n'avait plus de ce type de frein et les gens ont payé de manière tout à fait naturelle sur les sites de paiement. Donc on a constaté des croissances assez soutenues. Donc si on fait abstraction de l'aérien qui s'est éteint donc, du jour au lendemain, on avait des croissances de 60-70% par rapport donc sur les secteurs d'activité qui sont qui se sont le plus développés. Donc principalement donc comme je l'ai dit, l'alimentaire, le delivery, donc le fast-food, mais également tous les articles toutes les enseignes qui vendent des articles de sport ont très très bien fonctionné pendant le confinement. Tout ce qui est mobilier de bureau, électronique, donc équipement de la maison en général. Donc quand on est confiné chez soi, on se rend compte très rapidement qu'il nous manque une chaise, une table, un bureau, une lampe. Donc il y a eu pas mal de commandes en ligne. Et donc on a vu vraiment des croissances assez importantes. Et beaucoup de retailers ont sauvé leur peau, enfin ont sauvé leur business grâce justement à ce shift vers l'online. Et ce qui a été encore plus intéressant et plus partant, c'est qu'au retour du déconfinement, lorsque les enseignes ont réouvert, ces canaux de distribution en ligne ont été maintenus, ont été renforcés, et ça a été vraiment de l'incrémental, c'est-à-dire le chiffre d'affaires incrémental en tout cas pour le CMI et pour ces enseignes-là. C'est que en fait, dès que la réouverture a été faite, on a repris disons, notre trend de paiement en face à face, donc comme auparavant, et on a eu donc de l'incrémental grâce au kit e-commerce qui continue à booster. Aujourd'hui, on lance 200 sites de e-commerce par mois, donc 200 nouveaux sites qui se mettent au e-commerce, et on a une diversité aujourd'hui de l'offre sur le e-commerce. Ça va donc du textile, les fleuristes, l'alimentaire, donc le fast-food comme je l'ai dit tout à l'heure, les articles de sport, beaucoup de produits pour les dames, donc sacs à main, chaussures, etc. Et surtout, beaucoup de gens qui vendaient en ligne, enfin qui vendaient sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, Facebook, etc., à qui on a donné la possibilité donc d'encaisser à distance grâce à des outils donc de paiement sécurisé en ligne, donc de liens de paiement que l'on envoie par SMS ou sur WhatsApp. Et vous avez votre garantie de paiement instantanément pour pouvoir ensuite soit délivrer, soit déposer, envoyer la marchandise dans un point relais où le client vient les récupérer. Donc, on a vu donc grâce à ce confinement donc une accélération de l'usage du paiement en ligne par carte bancaire, de plus en plus donc par mobile payment également, mais aussi grâce à notre plateforme Facturati où vous pouvez aujourd'hui commander en ligne et payer à travers votre application application bancaire directement à travers votre compte. Donc c'est du paiement instantané. En fait, vous êtes débité instantanément et le client, le commerçant est crédité également instantanément sur sa wallet lorsqu'il a un wallet. Sinon le lendemain lorsqu'il a un compte bancaire. Donc ces usages-là aujourd'hui, on espère en tout cas qu'ils vont être maintenus dans le temps. En tout cas, tous les ingrédients sont là pour permettre donc cette pérennité donc des usages des paiements en ligne. La confiance numérique se renforce. Et surtout, on a de plus en plus d'entrepreneurs, d'auto-entrepreneurs qui se lancent sur le paiement en ligne. Et ce qui est encore plus remarquable, ce sont les petits commerces de proximité, donc les petites épiceries, les drogueries, les pharmacies, etc., les parapharmacies qui ont développé justement ces dispositifs de paiement en ligne et qui aujourd'hui fonctionnent très très bien grâce aux outils que l'on a mis à leur disposition et qui sont très très simples d'utilisation, qui permettent de déployer en moins de 24 heures un dispositif de paiement en ligne. Bien sûr, il y a des problématiques que l'on rencontre, ou en tout cas que rencontre cet écosystème, et notamment ces marchands, c'est tout ce qui est delivery, tout ce qui est le last mile, donc la livraison, donc qui est encore à faire. Et on a des grands acteurs, donc tels que Jumia, Glovo, qui proposent leurs services de livraison, même si vous n'êtes pas sur leur plateforme, sur leur marketplace.
ils proposent également des services de livraison pour pouvoir toucher rapidement les clients, notamment dans les grandes villes. Donc, on a vu se développer aussi ces solutions-là. Alors, ce qui est dernier point, mais ce qui est vraiment le plus intéressant depuis le mois de mars-avril, c'est tout ce qui est développement des paiements à travers des applications donc de grands retailers, donc les retailers donc dans l'alimentaire, dans l'électroménager, mais également dans tout ce qui est cosmétique, ont développé leurs propres applications avec une possibilité de digitaliser la carte. Donc nous, ce que l'on propose comme nouveauté justement, c'est la possibilité de digitaliser la carte et de la tokeniser, donc de faire un premier enrôlement de la carte sur l'application de manière tout à fait sécurisée grâce au 3D Secure, et ensuite de pouvoir payer donc sans 3D Secure et sans CVV, de pouvoir payer donc les achats que l'on fait à travers les applications. Et ça se développe très très bien. Il y a un réel engouement de la clientèle. Ils ont une application qui appartient à l'enseigne avec les couleurs de l'enseigne, donc ils sont en confiance, ils tokenisent et digitalisent leur carte de manière tout à fait naturelle, et on développe derrière donc tout ce qui est paiement récurrent, paiement installment, paiement N fois, etc., qui sont en train disons, il y a une demande assez forte par rapport à ces sujets-là, notamment pour tout ce qui est abonnement pour les chaînes télé, les fournisseurs de streaming, etc., qui ont besoin d'outils de paiement récurrent. Et ça fonctionne très très bien aujourd'hui avec les applications qui ont été développées par ces enseignes. Très bien, merci pour ces éléments. Donc on voit que le e-commerce s'inscrit de plus en plus dans les usages également en Afrique. Et cet aspect me permet de faire une transition vers un sujet suivant, c'est le sujet des innovations. Et d'ailleurs, j'ai vu sur le chat beaucoup de questions sur les technologies émergentes, comme par exemple la blockchain ou encore l'IA. Et sur ce point, j'aimerais m'adresser à Monsieur Betayeb. Donc aujourd'hui, on voit qu'on a un panorama assez étendu d'expérimentation sur ces sujets technologiques. Donc on a par exemple des travaux sur l'intelligence artificielle, sur la biométrie, la blockchain. J'ai cité également en introduction le sujet des cryptoactifs, donc la monnaie digitale de banque centrale. D'après vous, Monsieur Betayeb, quelles sont les technologies qui seraient porteuses pour justement booster la transformation digitale des paiements et des services financiers sur le continent africain, et plus spécifiquement sur quelle technologie Monétique Tunisie travaille-t-elle? Réellement, moi, je ne suis pas, je n'irai pas directement vers la technologie proprement dite. Moi, je dirais le moyen qui permet aux gens, aux utilisateurs d'avoir confiance dans un système. Et pour ça, toutes ces technologies-là, actuellement, la Banque centrale joue un rôle important puisqu'elle a créé une sandbox où, effectivement, elle donne la possibilité actuellement à toutes les, les fintech, regtech et autres, à tester effectivement et à normaliser, à standardiser ces nouveaux moyens. Aujourd'hui, nous, ce n'est pas, comme nous faisons partie d'un système, d'un écosystème, nous ne sommes pas, l'acteur principal dans tout ça. Nous attendons un petit peu ce qui se passe au niveau du marché parce que, comme vous savez, en termes d'agilité et d'imagination, ce sont surtout les startups qui sont beaucoup plus innovantes, beaucoup plus agiles, et ce sont elles qui proposent, et nous sommes en train de suivre tout ça pour pouvoir effectivement adopter tel ou tel autre moyen ou technologie qui a fait ses preuves dans ce domaine-là. Très bien, c'est noté. J'aimerais citer maintenant un autre enjeu, à mon sens, pour l'évolution de la monétique, que ce soit en Afrique ou dans d'autres régions du monde, c'est l'interbancarité et la nécessité finalement pour les pays de se doter d'infrastructures régionales qui soient susceptibles de leur conférer une certaine autonomie à l'égard d'acteurs qui sont par essence globaux, notamment sur le secteur de la carte. Je pense que vous avez identifié les acteurs que je souhaite mentionner. Et j'aimerais me tourner ici vers Monsieur Mbozo pour avoir un petit peu votre analyse sur la façon dont l'Afrique pourrait se positionner un peu plus sur ce sujet de l'interbancarité et finalement le type de projet qui pourrait émerger sur le modèle de ce qu'on peut voir actuellement en Europe avec l'initiative European Payments Initiative. Dans quelle mesure l'Afrique pourrait évoluer dans le même sens finalement que cette initiative régionale européenne?
Je vous remercie infiniment, Andrea, pour votre question. L'approche, je commencerai par l'approche qui a été la nôtre dans la sous-région. Et d'ailleurs, je pense que Minaïna a déjà dit quelque chose là-dessus avec les télécoms et les autres acteurs, les fintech et tout ce qui tourne dans le paiement, c'est de les faire interopérer. De les faire interopérer, il y a l'interopérabilité et l'interbancarité. L'interbancarité, c'est lorsqu'on adopte, au-delà de l'interopérabilité système, des applications, des sous-systèmes, on ajoute des règles en général qui ont été héritées de la banque. Donc maintenant, notre approche, ça a été de rapprocher tout le monde qui fait dans les paiements désormais à des normes. Et d'ailleurs aussi, au niveau de la réglementation ici, cela s'est opéré ainsi. Je veux prendre un peu l'exemple de ce qui se fait aujourd'hui. Il y avait une réglementation de 2011 qui voulait que les banques soient les représentants des opérateurs télécoms auprès de la Banque centrale pour ce qui est de l'intermédiation financière. Donc, il y a eu un règlement, il y a 2 ans, sur les systèmes de paiement qui a visé à séparer tout ce qui est intermédiation financière, dont le mobile money, des volets, des aspects télécoms classiques, bande passante, gestion de la bande passante, transmission de la voix, des données, etc. Donc, c'est dire si tout un pan de quelque chose qui n'existait pas, qui n'était pas dans l'interbancarité, a été ramené dans l'interbancarité pour atteindre tout le monde et pouvoir dépasser les limites qu'offrait la carte bancaire. Parce que les limites de la carte bancaire se sont très vite fait sentir, et ça se fait sentir d'ailleurs dans tous les systèmes, que ce soit au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Sénégal avec le Gimouémois, en Tunisie, les limites de la carte bancaire. Comment pouvait-on faire que les autres acteurs du paiement apprennent un peu à coexister, apprennent à gérer le risque, apprennent à répondre à des exigences d'alignement, compliance par rapport à la gestion financière, etc. C'est pour cela qu'ici, très rapidement, nous avons pensé qu'il fallait évoluer vers cette convergence mobile money ou bien la monnaie mobile, si je peux parler en français, et les volets banques. Et beaucoup de choses ont été dites là quand on donnait des exemples. Michael disait tout à l'heure, vous payez l'instant de paiement qui est introduite, vise un peu ce volet-là, à savoir que je suis dans mon compte bancaire, j'ai un mobile banking, je peux payer à travers un mobile money qui est d'une structure haute, mais avec des règles bien définies, avec une compensation faite à la Banque centrale, maîtrisée, où les risques sont maîtrisés, et ce genre de transactions. Donc, il a fallu rapprocher d'abord ce volet, plutôt lier le compte bancaire, je dirais aussi la carte, parce que si vous dites compte bancaire, ça veut dire carte. Les retraits sans carte aussi, nous avons essayé de faire ça pour permettre à ceux qui ne veulent pas se rendre à l'agence bancaire ou qui ne veulent pas toucher de l'argent sous les parapluies au bord de la rue ou sur des marchands ambulants qui offrent des services de retrait et les risques qu'ils encourent, de se rapprocher de ce monde-là. Donc, il y a d'abord une approche qui était le mobile. Le mobile aujourd'hui, pour nous, c'est intégré. Nous avons intégré le mobile et même la réglementation a intégré le mobile dans l'interbancarité. Et il a fallu réfléchir aussi sur un autre volet, mais là, le travail est déjà fait à moitié, c'est le volet transfert d'argent. Parce que dans nos zones, plus qu'au Maroc, plus qu'en Tunisie, dans l'UEMOA ou dans la SEMAC, le transfert d'argent est roi. Ça découle aussi d'un mode de fonctionnement qui était d'abord manuel, donc le transfert d'argent, la mise à disposition de l'argent. Nous avons aussi travaillé là-dessus. Il y a un axe là qu'il faudrait travailler, ramener le monde des transferts, des sociétés de transfert d'argent vers la banque, vers l'interbancarité. Nous avons fait ça
Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je ne peux pas citer les noms, à travers des agrégateurs de paiement qui travaillent avec le GIMAC, qui sont intégrés au GIMAC, nous amenons, je me dois de citer cela, un transféreur comme Western Union, qui se touchait seulement dans des cercles hors de la banque. Nous avons pu faire qu'on puisse vous envoyer dans Western Union des États-Unis ou de je ne sais où, et que ça atterrisse sur votre compte virtuel mobile, ça atterrisse sur votre compte bancaire et ça puisse interrompre. Donc on a eu ces approches-là. D'autres approches maintenant sont en vue. C'est comment aller au-delà d'une zone comme la nôtre. Donc nous avons réfléchi sur des alliances avec des gens au-delà. Il y a des projets, par exemple sur le mobile en Afrique, comme Mouali, maintenant, faire un peu le mobile jusqu'à l'échelle africaine. Bon, maintenant, vous avez parlé tout à l'heure des volets comme la blockchain ou les crypto-monnaies, etc. Bon, je pense que le problème, et d'ailleurs, Khaled a bien répondu là-dessus, il faudrait aller avec maîtrise sur toutes ces choses parce qu'on sait que si on dit interbancarité, ça veut dire qu'il y a des règles. C'est lié à une banque donnée, par la Banque mondiale, qui est sur tout le monde, d'ailleurs, qui ne fait même pas d'ailleurs ce type de transaction. Donc la difficulté maintenant, c'est que si plus on va élargir à l'échelle africaine, voire à l'échelle mondiale, comment ça va se gérer? Quels seraient les deals qui vont se faire entre les banques centrales pour les compensations? Nous, on a un vieux projet là qui est dans les cartons et que nous voulons réouvrir avec Régime et moi. Nous sommes dans une même zone. Le CFA, il a deux appellations. Ici, c'est le ZAP et là-bas, c'est le ZO. C'est le même CFA. Bon, mais maintenant, il n'est pas convertible automatiquement. Alors maintenant, des interconnexions comme le JMUA interconnecté au GIMAC, on a aussi envisagé ça avec Interswitch au Nigeria, etc., pour essayer d'élargir et de pousser plus loin les limites rencontrées, par exemple, pour le mobile, parce qu'il faut beaucoup de choses. Donc, voilà des axes que je peux présenter comme des approches que nous, on a eues sur l'interbancarité. D'accord, très bien. Merci pour cet éclairage.